bienvenue dans la seconde saison du podcast Un point c'est tout, une émission qui traite des violences conjugales et des violences sexuelles et sexistes. Je m'appelle Adrien Roland-Boulogne et j'ai cofondé une société, AU, qui développe des dispositifs de sensibilisation et de formation sur des sujets sociaux, dont fait partie les violences conjugales, et ce à destination du monde du travail. Et c'est en parallèle et en résonance avec cette activité que nous avons développé cette série de podcasts gratuites qui a pour objectif d'informer le plus largement possible, d'une part les personnes qui sont victimes de violences conjugales et d'autre part toutes celles et ceux qui veulent s'informer sur le sujet, que ce soit pour accompagner une personne victime dans leur entourage ou simplement pour mieux comprendre ce phénomène. Merci de nous écouter ou de nous suivre, vous êtes désormais plusieurs milliers. Eh bien, bonjour Khadija et merci de participer à notre chaîne de podcast Un point c'est tout qui traite du sujet des violences conjugales et intrafamiliales. Vous avez été victime pendant 8 ans et vous allez nous partager votre expérience. Merci encore. Déjà pour commencer, qu'est-ce que vous avez vécu réellement? Comment se sont manifestées ces violences conjugales? Bonjour Adrien et merci de me donner la parole. Hem, alors, comment se sont manifestées ces violences? Au début, je ne savais même pas que c'était des violences que je vivais. Donc, le mot, déposé, le mot violent, c'est que, après coup que j'ai pu le faire. Donc, dans un premier temps, ça a été, l'installation de l'emprise. Et ça, c'est qu'avec le recul, que j'arrive à diagnostiquer que c'était de l'emprise. Donc au tout début de notre relation, bien sûr, on est, sur un petit nuage, on a envie de passer des appels, des messages, de se voir régulièrement, bref. Et et petit à petit, en fait, s'installe l'emprise. C'est installer l'emprise pour moi. Comment? Heu, Par des simples, petits messages, «Est-ce que tu es bien arrivé au travail?» Moi, je lui répondais naturellement. «Est-ce que tu as pris ta pause?» «Oui». «À quelle heure?» Ben, je lui disais l'heure. «Tu manges à quelle heure? Et où? Avec qui?» Ben, moi, je voyais pas, le mal, en fait, donc je lui répondais tout simplement. Et et puis, parfois, il me faisait, aujourd'hui, je dis, la surprise quoi. La surprise, mais avec le recul, finalement, tout était calculé. La surprise de venir, au restaurant que je lui avais dit, que je partageais avec mes collègues. Bah, voilà, je suis là, il était chauffeur-livreur à l'époque, donc oui, j'avais une livraison à côté, j'ai un peu de temps, je m'assois avec vous. Pour moi, ça me posait pas de problème, au contraire, à l'époque, c'était valorisant, en fait. Voilà, il me montre de l'importance. Il partage des moments dès qu'il peut avec moi. Bon, je voyais pas de mal et en fait, très vite, je devenais, pour lui, la risée, le sujet, de moquerie à table avec mes collègues et avec des humiliations et puis je lui disais: «Mais non, mais en fait, j'aimerais bien que tu arrêtes, parce que je me sens humiliée». Du coup, il a arrêté: «Oui, mais toi, tu sais pas rire aux blagues», et puis il finissait sa tournée de livraison, il me disait: «Ah tiens, je peux te raccompagner chez toi». Je dis: «Oui, d'accord», mais en fait, là où aujourd'hui j'arrive à dire que c'est de l'emprise, c'est qu'à partir du moment où, des fois j'oubliais de dire, bah, que j'étais arrivée au travail ou que j'allais manger à tel endroit ou que je finissais un peu plus tôt et ben, il me le reprochait: «Bah, oui, mais tu me l'as pas dit». Ah beh, je m'en excusais: «Oui, désolée, effectivement, je t'ai pas dit, mais en fait, on n'était pas mariés ou quoi, on faisait que sortir ensemble au début». Voilà comment l'emprise, s'est immiscée, en fait, au fur et à mesure. Mmh. Ça s'est immiscé progressivement. Est-ce que c'est monté en intensité au fur et à mesure de votre relation? Oui, 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 elle avait monté dans le sens où l'emprise, permettait le contrôle. Le contrôle de: «Tu peux sortir avec telle personne et tu ne peux pas sortir avec d'autres parce qu'elle, je la sens pas trop». Je lui présentais naturellement mes amis parce qu'on sortait ensemble. «Ah oui, mais j'ai pas aimé son attitude, j'aimerais bien que tu arrêtes de la côtoyer».
moi, je voyais pas de mal, en fait. Donc je dis: «Bon, peut-être qu'en tant qu'homme, il a peut-être détecté quelque chose, que moi, en tant que femme, j'ai pas détecté, OK». Mais j'allais pas forcément à la rupture de cette amitié, mais voilà, je diminuais les fréquences. Et puis petit à petit, en fait, est arrivé, l'isolement. Forcément, il m'a coupé, bah, de mes amis, de mes collègues, parce que du coup, pour éviter d'être la risée au sein de mes collègues, bah, je mangeais plus avec eux si je devais manger avec lui. Donc je choisissais de manger toute seule et et puis avec certains membres de la famille. Et puis j'ai découvert vraiment un autre homme, encore plus dans la violence, le jour même du mariage. En fait, nous, on s'est mariés, on est d'origine indienne et de confession musulmane. Alors, rien à voir puisque les violences conjugales ne sont pas attribuées ni à une origine, ni à une confession. Donc on s'est mariés en Inde et religieusement. Et là, j'ai vraiment découvert un homme violent dans sa façon d'être, psychologiquement, d'un point de vue verbal. Et en fait, j'ai regretté mon mariage le jour même. Mais j'ai mis ça sous le coup de, bah, c'est peut-être, le stress du mariage, c'est peut-être l'organisation, les couacs qui peuvent arriver pendant un mariage. Et puis, en fait, profondément, j'étais, impatiente de retrouver la France. Parce que je n'avais pas le droit à la parole. Si je sortais, il fallait que je sorte avec la permission de la belle-mère, des belles-sœurs, de tout le monde, en fait. Il fallait l'accréditation de tout le monde. Et et là, je me dis, «OK, il faut vite que je revienne en France, retrouver mes droits de circuler, librement». Et est-ce que vous savez pourquoi c'est ce mariage, le moment du mariage qui a cristallisé comme ça l'augmentation des violences? En fait, je suis devenue son objet, sa chose. Il pouvait en faire officiellement ce qu'il voulait. Et donc après le mariage, si je calcule bien, vous avez encore eu 5 ans de relation. Oui. Les violences ont toujours continué pendant, ces 5 ans? Bah, les violences, oui, ont augmenté, au fur et à mesure. C'est une personne qui était, instable professionnellement. Il pouvait quitter un travail parce que, son responsable, lui avait dit quelque chose qui ne lui avait pas plu. Donc bah, il lâchait du jour au lendemain le travail. Sauf que je me retrouvais toute seule à assumer toutes les charges. Et très vite, bon, j'ai eu aussi ce désir d'avoir un enfant et il m'a dit: «Ben, on voilà, on va fonder une famille, notre famille», tout ça. Et puis, c'était un peu comme pour mettre, le couvercle sur la marmite. Et OK, donc février, 2006, je suis tombée enceinte de mon aîné. Et là, encore une fois, les violences, sont montées d'un cran. Et jusqu'alors, c'est que des quoi, c'est que c'est, des violences, psychologiques. Et aujourd'hui, je peux dire aussi, c'est des violences financières puisque il était à ma charge, en fait. Oui. Et il y a le poids de la culture, il y a le poids, de la religion, il y a le poids, sociétal, il y a le poids familial qui sous-entend, qui nous fait comprendre: «Beh, tu es marié, maintenant il faut assumer, les aléas de la vie, on les connaît tous, heu, ça passera». OK, bah, je me dis: «Ça passera aussi». Hem Et au troisième mois de grossesse, les violences, verbales et psychologiques, étaient tellement intenses que là, j'ai dû prendre ma valise et partir chez ma mère. J'ai dit: «En fait, là, je te signifie que c'est plus possible de continuer». Et j'ai, passé le reste de ma grossesse, toute seule. Et en fait, il voulait me faire croire que, beh, il avait changé, qu'il s'excusait. Mais dès que je revenais pas vers lui et que j'allais pas dans son sens, et ben, ça intensifiait, en fait, ça revenait, pen comme un boomerang, les violences. Et et puis, à l'accouchement, en novembre 2006, et pareil, j'ai accouché toute seule.
j'ai accouché toute seule. Alors là, c'était un choix parce que je voulais vraiment que cet accouchement. Déjà, j'étais fatiguée, j'ai mené tant bien que mal, cette grossesse et je voulais, pas subir de stress, le jour de l'accouchement. Oui, pas une charge mentale supplémentaire, quoi. Ouais. Et en plus, c'était une césarienne d'urgence que j'ai eue et il a su par, un membre de ma famille, que la petite était née et là, c'est monté encore plus fort en violence, verbale, psychologique, Vous ne viviez plus ensemble à ce moment-là? non, on vivait plus ensemble et de statut, de mari, il est passé au statut de père et moi, j'ai pas eu, de père dans mon enfance de ma vie, en fait et il jouait sur ça en me disant: «Bah, toi, tu as pas eu de père, donc est-ce que c'est ce schéma-là que tu veux reproduire pour, ton enfant?» Donc effectivement, non, je voulais pas reproduire, mais je voulais pas non plus que cet enfant grandisse dans des violences et au bout de 3 mois de naissance, bah, il m'a travaillé, hein. Il a travaillé, sur le mental, mais aussi j'ai changé, on se redonne une chance en tant que parent, voilà et puis j'ai, j'ai accepté et la toile d'araignée s'est tissée autour de moi. Aujourd'hui, j'arrive à le verbaliser comme ça et bah, comme une mouche, en fait, j'ai été prise dans la toile d'araignée et une fois que je me suis bien installée à nouveau, au domicile conjugal, mais il a dit en fait: il y a personne qui viendra te voir, te rendre visite ici et tu ne rendras visite à personne. La seule chose que tu peux faire, c'est aller au travail». Et là, j'ai pleuré des heures et des heures. Je me suis dit: «Mais en fait, je me suis fait avoir». Mmh. Mais maintenant, j'étais plus la seule, en fait, j'étais avec mon enfant en plus. J'ai dit: «OK, il faut que j'arrive à, m'extirper de cette toile d'araignée qu'il a tissée autour de moi». Mais en même temps, j'ai été un objet en tant que femme et maintenant, il a un autre objet, c'est l'enfant. Bah, si tu pars, bah, je fais du mal à l'enfant. Mmh. Donc Si vous tu aviez un rôle de protection, j'imagine, latent. Exactement. Ben, tu auras pas l'enfant, en fait, si tu pars. Donc sous cette menace, parentale, il me tenait et puis, je me suis faite une raison. J'ai dit: «Peut-être que là, c'est je dois être là pour mon enfant». Bah, été en même temps, je voyais mon enfant heureux, dans les bras de son père. C'est ça qui me «satisfaisait», on va dire, entre guillemets. Je savais profondément qu'un jour, j'allais me séparer de lui et je savais qu'entre nous et il ne cesse de le répéter, qu'il va instrumentaliser l'enfant et il fallait que je puisse, fonder une fratrie. Peut-être c'est fou d'entendre ça, mais je voulais pas que cet enfant traverse les épreuves de la vie seul. Je savais qu'elle allait avoir des épreuves de la vie. Donc s'en est suivi, une petite sœur en 2009 et un petit frère en 2010 et là, je me suis dit, «Bah, on a tout pour être heureux. On a des enfants, on a une maison, il a un fils qu'il a toujours voulu avoir» entre guillemets, et peut-être qu'en ayant un fils, il va peut-être se reprendre en main en se disant: «Mais qu'est-ce que je vais transmettre comme code en tant qu'homme à ce petit être?» Et puis, mais au final, c'est à la naissance de mon fils que j'ai eu ma première gifle. C'était ma troisième césarienne et je rentrais à la maison au bout de 10 jours d'hospitalisation et pourtant le médecin ne voulait pas me laisser sortir. J'avais dû signer une décharge et en fait, arrivée à la maison, les petites à l'époque, elles étaient, toutes les 2 à la crèche, grande section et petite section et moi, j'avais vraiment profondément besoin de me reposer et je lui avais demandé de prendre le relais et
et selon lui, c'était une demande qui était trop pour lui. J'étais au bout de ma vie et j'avais le petit dans les bras. Il m'a donné une gifle et il m'a donné un coup de pied au bas du ventre. J'aurais pu me réouvrir la plaie, en fait, et en fait, là, je suis sidérée et j'arrive, à me voir là, mon état, je comprends pas, en fait. Je viens pas de lui demander la lune, je viens juste de lui demander de prendre le relais. Ouais, vous disiez qu'il vous considérait réellement comme un objet, le mariage et les enfants, ont cristallisé ça d'autant plus, Mmh, tout à fait. d'où la violence. Heu, donc là, vous êtes sur la fin de votre, relation. Comment elle s'est terminée après cette, escalade de violence à différentes étapes? Chaque jour qui passait, bah, en fait, il pleuvait, des violences et des coups et à chaque fois, c'était: «Tu l'as mérité, tu l'as cherché». Hem Et donc aux dernières, violences, c'était le 16 juin 2013, je me rappelle encore puisque c'était la fête des pères ce jour-là. On avait tout préparé avec les enfants et je lui avais juste demandé de prendre le relais encore une fois, un dimanche, et c'était une demande de trop encore et là, je n'avais jamais, eu un tel déferlement de violence physique. En fait, c'était une machine qui était lancée et je cherchais le bouton pour l'arrêter, et le seul bouton sur lequel je pouvais, appuyer, c'était: «OK, admets ton tort et c'est ça qu'il veut en fait, admets ton tort et excuse-toi. Peut-être que ça va l'arrêter». Et en plus, mes enfants étaient contre moi en fait pour faire bouclier, aux coups que je recevais, et donc par ricochet, ils recevaient les coups, les enfants. Mais je impossible d'en prendre conscience à ce moment-là, et donc je voilà, je prends mes 2 mains et je lui dis: «Je suis désolée, c'est de ma faute». Heu et là, il finit par cracher sur ma figure en disant: «Tu n'es qu'une merde», et le crachat, en fait, retombe sur les enfants, et en fait, là, je prends conscience que les enfants aujourd'hui, on utilise ce terme de co-victime, mais qu'en fait, ça atteint les enfants aussi. C'est là que je prends conscience et j'ai fait: «Non, c'est plus possible». C'est 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 là où j'ai eu ce déclic, en fait. On parle souvent de déclic et c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic. C'est très clair, merci beaucoup de vous livrer comme ça. Le déclic, il est souvent d'autant plus difficile à avoir de façon évidente que, vous le décrivez, il y a un schéma de manipulation qui est extrêmement intense. La culpabilisation, c'est l'un des outils principaux et en plus, il y a les violences, donc vous avez une charge mentale avec les enfants qui est d'autant plus importante que c'est difficile de réfléchir, de prendre du recul et de se Mmh, sortir de l'emprise et c'est là, ce qu'on a toujours dans les témoignages, c'est la puissance de l'emprise. On s'en rend pas toujours compte. mmh. Hem, est-ce que vous avez, eu des soutiens de la part vous parliez tout à l'heure du fait que vous aviez été lors de votre première grossesse chez votre mère, de la part de votre, famille, de votre entourage, amical? Si tant est que vous en aviez encore un, parce que vous nous disiez que vous aviez été isolée par ce schéma? Mmh. En fait, j'étais dans un tel état dissociatif de sidération que je n'arrivais pas à parler. J'avais des appels: «Pourquoi tu es pas là au boulot?» je qu'est-ce que je veux leur dire? En fait, Mmh. mais c'est une honte. En fait, je portais la honte sur moi, et à l'époque, en fait, lui, il aimait bien, en fait, rendre coupables les autres de m'avoir instrumentalisée, de m'avoir bourré le crâne, c'était ses mots, pour, casser notre couple. Donc de manière stratégique, et c'est pas négatif, j'avais contacté personne. C'est ma décision et je l'assume, Mmh. et le soutien, j'en ai eu, au moment où j'ai
Le premier soutien que j'ai pu avoir, c'est mon médecin traitant. Elle a pu, constater, mes coups et blessures, mon état psychologique et elle a dit: «En fait, vous êtes pas en capacité d'aller travailler» et j'ai été en arrêt maladie pendant 6 mois. Donc la première écoute, elle vient de votre médecin traitant. Est-ce que, en lien avec, le monde du travail, vos collègues, vous avez pu exprimer certaines choses ou est-ce que vous pensez qu'on s'en est rendu compte du schéma de violence que vous viviez? En fait, j'enjolivais tellement ma situation familiale que je sais pas si certaines personnes s'en rendaient compte ou pas. Honnêtement, je sais pas. De par mon silence, certains collègues ne comprenaient pas en fait, pourquoi je gardais le silence et du coup, j'ai perdu beaucoup de collègues comme ça, de liens. Mais il fallait que j'aille à l'essentiel en fait dans ma situation. J'avais pas le temps de me préoccuper, des états d'âme de telle et telle personne. Moi, la priorité, c'était mes enfants et moi et notre sécurité. Donc j'ai pris rendez-vous avec, les ressources humaines et j'ai été reçue par la direction. Je leur ai fourni, ma plainte, mon ordonnance de protection et pour justifier qu'il ne peut pas venir au travail aussi. Voilà, c'était ma priorité. C'était de sécuriser, l'école, la crèche, le travail, le domicile. Mmh. Voilà. Vos seuls, espaces finalement, de liberté? Bon, exact exactement et de là, la direction m'a mis en lien avec l'assistante sociale et on avait là cette chance et je ne sais pas si mes collègues ont encore cette chance parce que je ne suis plus dans cette entreprise. Une assistante sociale dédiée qu'aux salariés. C'était une grosse, structure et là, j'ai eu un accompagnement social de proximité à tel point où l'assistante sociale m'accompagnait en fait, aux audiences. Ah oui, Mmh. vous avez été bien accompagné. Oui, oui, vraiment, merci et c'est mis en place aussi un dispositif que je ne connaissais pas dans, la prévoyance. Donc du coup, on m'a mis avec une société, qui venait maintenant je me rappelle parce que des fois j'ai des trous de mémoire, qui venait régulièrement pour, m'accompagner aux démarches administratives et à ranger les documents, tout ça, ouais. Mmh. Donc vous avez eu d'abord le courage, hein, parce que c'est ce dont il s'agit d'en parler aux ressources humaines. Vous avez été accompagné par, une assistante sociale. Vous Mmh. avez eu d'autres moyens d'expression en entreprise? Vous en avez parlé à d'autres personnes? Pas à vos collègues, j'ai bien compris? Alors, mon manager N+1 non, mais N+3 oui. C'est bizarre parce que du coup, c'est une femme qui avait énormément d'autorité. Elle était, inaccessible, vraiment inaccessible et lorsque, j'ai pu lui déposer, ce que je vivais, ben, en fait, elle m'a juste parlé d'humaine à humaine et là, j'ai découvert toute une autre personne et des fois les managers, bah, peut-être ils ont une cape, de super-héros, mais au final, on peut découvrir toute une autre personne, dans d'autres situations. Mmh. Dans quelle mesure le travail, c'était important pour vous? C'était une soupape, c'était un lieu où, qui me permettait de penser à autre chose que le quotidien que je vivais. Mmh. Et dans quelle mesure vous diriez que ça vous a aidé à tenir que d'avoir une activité professionnelle? Parce que en fait, il y a des victimes qui ne sont pas en emploi et qui expriment qu'elles sont encore plus dans ce schéma d'emprise et encore plus un objet comme vous l'écriviez tout à l'heure. Évidemment, c'est compliqué de Mmh. jauger tout ça, hein. À ce moment-là, le travail a été une bouffée d'oxygène. Je me compare à une nageuse, qui va d'une rive à une autre, qui reprend cette bouffée d'oxygène pour, continuer à nager et moi, le travail, ça a été une bouffée d'oxygène. Et vous parliez tout à l'heure du fait que vous étiez celle qui ramenait le salaire, en tout cas pendant un temps. Est-ce que Oui, cette indépendance financière vous a aidé en quelque sorte ou au contraire vous a desservi? à la fois, ça m'a aidée, parce que ma mère nous a toujours éduqués, de mani les enfants, il faut être indépendant financièrement, que vous soyez mariés ou pas. Ça, c'est une chose, une valeur qu'elle nous a transmise et ça m'a desservie en même temps parce que, j'ai octroyé pour lui une dette de 30 000 €. Ça m'a desservie, parce que les huissiers, ils se servaient d'abord sur moi et pas lui parce qu'il était pas solvable.
Donc il était d'une certaine manière, dépendant de vous, en tout cas sur le plan financier? Oui, et il savait profondément que moi, j'allais m'en sortir, en fait, d'un point de vue financier. C'était pas le problème. Et Ça t heureusement, je me suis pas mariée civilement parce que quand je vois certaines femmes qui luttent pour, les comptes bancaires, les crédits, divorcer, ça me met 3 ans. Pouf, j'ai dit: «Non, heureusement». Dans mon malheur, j'ai eu cette chance de ne pas être mariée civilement. Bien sûr. Comment s'est passé ou comment se passe toujours, hein, d'ailleurs votre travail de reconstruction après tout ce que vous avez vécu? Alors depuis que j'ai quitté les violences conjugales, donc en 2013, j'ai eu 40 audiences, 7 téléphones grave danger, 3 ordonnances de protection et 2 mises à l'épreuve qui durent chacune 3 ans, dont une d'actualité, qui se termine en octobre ou novembre, 2024. Donc parler de reconstruction lorsqu'on a, lorsque notre, quotidien est ponctué d'audience sur audience et que la la seule emprise qui lui reste, c'est via, les procédures judiciaires et qu'à chaque fois qu'on va en audience, bah, ça nous remet dans une certaine forme d'insécurité et il le sait. Hem, Bah, la reconstruction, elle ne se fait pas comme ça. J'ai eu 5 ans d'inactivité professionnelle. J'ai été en ASS, allocation de soutien solidaire, parce que et c'est maintenant que je peux, mettre les mots, je ne pouvais qu'à l'époque déposer les enfants à l'école et revenir dormir. En fait, je dormais toute la journée. Je ne savais pas, je m'en voulais, mais mon corps ne demandait que ça, dormir, dormir. Et en fait, c'est lié au syndrome de stress post-traumatique et il est arrivé un énième déménagement dans le cadre d'une mise en sécurité, parce que de la région parisienne, nous avons été mis en sécurité à Nantes et de Nantes à Avignon en 2020 parce qu'il a été, emprisonné pour menace de mort sur procureur et dans le cadre de cette incarcération, il nous a écrit à une adresse qu'il n'est pas censé connaître à Nantes, où il dit: «Ayez la foi les enfants, c'est bientôt fini». Donc, bien sûr, le système judiciaire se met, en route pour nous mettre en sécurité à Avignon et et là, premier confinement, mars 2020, ça me renvoie à toutes les violences, en fait. Mmh. Interdiction de sortie, contrôle, ça m'a remis dans un trauma pas possible, ce confinement et et j'avais plus de voiture et ici, donc sur le territoire d'Avignon, ben, pour aller d'un point A à un point B, rien que pour faire les courses, on met 45 minutes, 1 heure de marche et là, j'ai dit: Voilà, j'ai besoin de reprendre un emploi» et j'avais perdu toute confiance et estime en moi et pour moi, il le répétait souvent: «Tu es bête, tu es nulle, tu ne vaux rien». Donc moi, j'avais intégré ça et on m'avait proposé d'être agent d'accueil. Je me suis dit: «Mais j'ai peut-être pas les capacités, en fait, d'être agent d'accueil». Être confrontée, au monde, gérer l'accueil. Du coup, je me suis mise, des petits objectifs. C'est faire au jour le jour avec l'énergie du jour. Vous avez repris, confiance avec des astuces comme ça au jour le jour, oui. Oui, c'est ça et s'il y avait une difficulté, la moindre difficulté, au sein du travail, alors ma direction était au courant de ma situation, mais en même temps, j'avais besoin que mon domaine professionnel, ça soit le mien et que le stress que je pouvais vivre post-traumatique, eh ben, j'avais envie de ne pas le faire intégrer dans le milieu professionnel. Mais parfois, on est confronté à un public qui peut être violent et qui peut nous renvoyer à des traumas et ainsi de suite, à une certaine insécurité. Et, et là, il fallait que j'intègre absolument que c'est dans le domaine professionnel, c'est pas lié à ta vie privée. Donc ça reste dans le domaine professionnel. Ouais.
Comment vous avez abordé le sujet avec votre nouvel employeur? C'est souvent une question qui est difficile. Depuis un certain temps, je pars du principe que la honte doit changer de camp et que, parler, c'est des fois, se mettre en sécurité et aussi, sensibiliser les gens. Donc tout de suite, à ma direction, lorsque j'ai signé le contrat, j'ai remis l'ordonnance de protection. Voilà, j'ai sécurisé mon lieu. Voilà, il n'a pas le droit, si toutefois il intervient. J'ai donné la photo, de mon ex. Voilà, il y a un processus, qui s'est mis en place et des référents, qui se sont mis en place aussi, du personnel. D'accord, et au niveau des collègues, parce que là, c'est plutôt sur le plan, des ressources humaines que vous avez cadré. Vous avez osé en parler aussi? J'ai parlé qu'à 2 collègues sur 130 parce qu'en même temps, c'était pas le lieu où j'avais envie de déballer ma vie privée, quoi. Mmh. Bien sûr, bien sûr. Et donc, maintenant, vous êtes toujours sous ordonnance de protection, dans un nouvel emploi à Avignon. Vous n'avez plus de contact particulier, en tout cas, il ne laissait plus d'avoir de contact avec vous, ou alors il continue? Ah si, 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 depuis 2019, il n'a plus de droits parentaux et l'autorité parentale et il veut à tout prix donc récupérer, ses droits parentaux puisqu'en fait, ben, il a vu qu'il avait plus d'emprise sur moi, heu, il avait plus une certaine emprise sur les enfants et il ne pouvait plus les instrumentaliser puisque la justice avait vu clair. Et oui, il revient toujours à la charge. Il m'a envoyé les huissiers à la maison pour me signifier, une convocation à une audience, par exemple, pour me signifier qui c'est où j'habite. Oui, donc il a essayé d'être toujours présent, quoi qu'il en soit, sans vouloir lâcher sa proie, si je puis dire. Est-ce que vous avez eu un suivi psychologique pour vous accompagner? Ah! Ça, c'est une très bonne question parce que, à chaque condamnation de monsieur, lui, il a eu une obligation de soins psychiatriques. Bon, mais sauf que la justice, elle est tellement débordée aujourd'hui qu'elle n'a pas le temps de vérifier si, le soin psychiatrique est bien suivi ou pas. Sauf que qui répare la victime? Ben, personne. Donc la justice aujourd'hui, j'aimerais que, s'il y a quelque chose à faire évoluer, qu'elle porte la responsabilité à l'auteur des violences conjugales ou à l'auteur des violences quelles qu'elles soient, de réparer via des frais médicaux. Tous les frais, parce que des frais de déménagement, c'était coûteux et je l'ai pris en charge et de responsabiliser, oui, l'auteur. Moi non, j'ai pas eu de suivi, psychologique. Alors c'est ponctuel au sein des associations. J'ai été accompagnée par le CIDFF, France Victimes, Solidarité Femmes et je les en remercie. Du coup, des Je les associations vous ont accompagné, ça s'est, concrétisé comment? C'était, c'était une écoute, quand même toutes les semaines, un rendez-vous, hebdomadaire. Il y avait des mises en protection avec leur appartement, les appartements, qu'ils ont. Hem, pour revenir au suivi psychologique, bah, ça en fait, ça reste ponctuel. Et c'est à notre charge. Et il faut aussi le suivi psychologique des enfants. Qui prend soin des enfants? Et je voudrais juste, terminer là-dessus, dans le sens où, en 2018, on a connu de telles violences psychologiques que les enfants ont été vus par l'UAED, Unité d'accueil des enfants en danger. Ils ont eu 10 jours d'ITT chacun. Donc au-delà de 8 jours, ça donne lieu à une audience correctionnelle. Et moi, j'ai eu 30 jours d'ITT, interruption de temps de travail. Et en mars 2020, avec tous les témoignages des juges, j'ai jamais vu ça, des juges, des enfants, juges des affaires familiales, éducateurs, proviseurs, directeurs de l'établissement scolaire. Plusieurs professionnels ont témoigné en notre faveur et malgré tout ça, il a réussi, et je ne sais comment, à être relaxé. C'est une double peine. Sachant que souvent ça renforce le sentiment d'impunité de la part des auteurs, de toute puissance Ah bah même. oui, ah bah oui, voilà, il est revenu dans une, roulette, russe. Et aussi en 2016, j'ai été condamnée coupable et à 5 mois de sursis pour ne pas avoir, présenté les enfants, pour les protéger et lui reconnu victime, c'est tout ce qu'il voulait. Il s'est positionné en tant que victime dès le début. Donc là, en plus, la justice, lui fait cadeau, il le reconnaît victime
qu'à cela tienne, et 1 600 € de dommages et intérêts à lui reverser. J'ai fait appel. La cour d'appel de Rennes a relaxé. J'ai pu me défendre, sur cette phrase en disant que pendant 8 ans de violence conjugale, je me suis sentie coupable de ne pas avoir suffisamment protégé les enfants en tant que mère, et lorsque je me positionne en tant que parent protecteur vis-à-vis des enfants, c'est la justice qui me condamne coupable. Ça résume très bien le paradoxe. Et voilà. Et lui, il n'entendait pas de cette, oreille, et il a fait, un pourvoi en cassation. Donc c'est qu'en avril 2021 que la chambre criminelle de la cour de cassation a confirmé ma relaxe. Et ce qui est, surprenant, c'est que, là où vous n'avez pas forcément osé l'incriminer pendant toutes ces années, lui n'a évidemment aucun scrupule et au contraire se protège en vous accusant de toutes les manières, en se victimisant. En se victimisant, et je me suis rendu compte que la justice a double vitesse. Quand c'est une femme, qui porte plainte pour violence, et ben, on dit: «Le dossier suit son cours madame, vous pouvez rentrer chez vous», et quand c'est un procureur qui se fait menacer de mort, ah bah là, il a 11 mois de prison ferme, hein. Les preuves, je les ai, et c'est pour ça que je peux en parler aujourd'hui librement, et qu'à contrario, lui, lorsqu'il porte plainte, je suis condamnée en 6 mois, coupable. Moi, par contre, je dois attendre 2 ans pour avoir une date d'audience correctionnelle. On a encore beaucoup de chemin à faire et c'est pour ça que les témoignages comme les vôtres sont très importants parce que finalement, on parle d'une évolution de mentalité plus générale qui, concerne la justice mais pas que, ouais. Mais encore aujourd'hui, je suis dans ce schéma de reconstruction. J'ai regagné, un peu confiance en moi, et puis vraiment, je remercie mes employeurs parce qu'aujourd'hui, j'ai repris mes études. J'ai obtenu mon diplôme de conseillère en insertion, socio-professionnelle, et à mon tour aussi, je peux accompagner, les personnes, victimes ou pas, à se réinsérer socialement et professionnellement, et je suis à même de comprendre parfois lorsqu'elles me disent: «Je suis pas prête». C'est pas parce qu'elles ne veulent pas, mais c'est parce que vraiment, au fond de moi, elles ne sont pas prêtes. Bien sûr, bah, bravo d'avoir eu le courage de mener ce travail de reconstruction quand même essentiellement, seule. J'ai une dernière question, si, vous deviez donner un conseil à une personne qui, comme vous, a été victime de violences conjugales, quel serait ce conseil? En fait, je me demandais souvent, lorsque j'étais dans les violences conjugales: «Est-ce que j'en serais capable? Est-ce que je vais y arriver?» Et moi, j'ai envie de vous dire, le vous y arrivez lorsque vous quittez cet homme. Le premier pas, c'est 99,99 de la réussite. Et oui, c'est le premier pas, et s'en suivront des autres, et vous allez y arriver, faites-vous confiance. Il y a des personnes professionnelles que vous allez rencontrer, hem, qui vont être la clé des fois pour ouvrir des portes. Merci beaucoup Khadija. Votre expérience nous montre que malgré tout ce schéma d'oppression, quasiment totalitaire que vous avez vécu, on peut trouver la force. Évidemment, en se faisant accompagner, en parlant, c'est plus simple, par-delà le schéma d'isolement qu'on vit généralement quand on est victime, mais on peut la trouver. C'est un travail de longue haleine, qui se fait en plusieurs étapes et c'est, normal comme vous le disiez. Oui, tout à fait. Merci pour votre témoignage. Merci à vous. Merci beaucoup Sonia d'avoir accepté une nouvelle fois de participer à notre série de podcasts Un point c'est tout, et surtout d'avoir rappelé le rôle des associations, un rôle qui est essentiel avec beaucoup de compétences en interne et un très bon ancrage local. Si comme Sonia vous voulez témoigner en tant qu'expert sur le sujet des violences conjugales et des violences intrafamiliales, ou si vous êtes une personne qui est victime de violences, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse hello@eu.fr. EUHEYU. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, donc n'hésitez pas à partager et diffuser la parole de nos experts ou les témoignages pour aider et sensibiliser au sujet des violences.